Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Christophe Bert. Je suis accompagné ce soir de Marc Daguerre. Marc, es-tu là? Bonsoir Christophe, bonsoir tout le monde. Bah oui, je suis là, bien sûr. Donc, on va parler de ton parcours dans le Trading Challenge. Avant de démarrer, je souhaite savoir si vous nous entendez. Est-ce que vous pouvez simplement confirmer dans le chat que le son est OK de votre côté? Et après, on démarrera donc dans quelques instants. Alors, au niveau du son, est-ce que vous êtes OK? Est-ce que le son fonctionne? Alors, je n'ai pas encore de réponse dans le chat. N'hésitez pas justement à interagir, à nous dire si tout fonctionne correctement. En tout cas, pour ma part, tout fonctionne. Ça a l'air de fonctionner. OK, parfait, on a une réponse. Merci, une réponse de Vincent. Merci Vincent. Donc, et ensuite, on va pouvoir donc commencer. Alors, il est 19 heures. On va dire, je suis à côté d'un clocher. Je n'ai pas encore entendu les cloches. Ça y est. Le clocher sonne. Eh ben, je te propose, Marc, de démarrer. Très bien. Donc, bienvenue, Démarrer. bienvenue bienvenue à toutes et à tous. On est ensemble donc pour une heure environ aujourd'hui, donc dans le cadre donc des webinaires organisés au travers du Trading Challenge qui a démarré la semaine dernière. Donc aujourd'hui, nous organisons le dernier webinaire avant la fin du challenge qui sera sonné jeudi à 18 heures. Donc il est important de clôturer l'ensemble de vos positions donc pour 18 heures jeudi. Et nous ferons donc le récap final au niveau du classement. Donc retenez bien, c'est bien jeudi et pas vendredi, puisque vendredi est un jour férié, même si les marchés sont ouverts, enfin férié en tout cas en France. Donc nous clôturons donc le challenge à partir de, enfin en tout cas dès 18 heures jeudi. Alors, avant de là aussi d'aller plus loin, bien sûr le traditionnel avertissement concernant les risques. Donc les turbovarants sont des instruments financiers complexes, présentant un risque de perte en capital. Les pertes peuvent être extrêmement rapides. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Et bien sûr, cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil de trading. Avant d'entrer dans le vif du sujet avec Marc, je voulais vous remontrer juste une chose que nous proposons donc chez IG, qui sont donc les alertes de trading sur Turbo, donc qui sont des alertes gratuites que nos partenaires donc vous envoient donc directement dès qu'une idée est publiée. Donc vous les recevez par email. Donc Marc d'ailleurs propose des idées de trading dans le cadre de ce partenariat. Donc pour vous inscrire aux idées de trading Turbo, il vous suffit simplement sur le site d'IG d'aller à la rubrique Actualité, abonnement aux actus de trading. Vous allez ensuite ici sur En savoir plus, idées de trading Turbo, je m'abonne. Il vous suffit de compléter vos coordonnées, puis de cliquer sur je m'abonne. Une fois abonné, donc vous recevez donc des idées de trading sur Turbo, donc dès qu'elles sont publiées par nos partenaires. Je vais vous en montrer une d'ailleurs qui a été envoyée par Marc. C'était quand Marc? C'était hier, je crois. Hier ou avant-hier. Voilà, je vous la mets à l'écran. Voilà, c'est un exemple d'idée de trading donc envoyée ici par DT Expert. Donc là, on était dans le cadre d'un turbo short sur Delivery Hero, donc qui est une action. Vous avez donc ici les caractéristiques du turbo avec son code ISIN, le niveau de knockout proposé, la distance par rapport au knockout, les objectifs, en tout cas la stratégie donc proposée ici par Marc. D'ailleurs, je pense que Marc aura l'occasion de reparler
de la stratégie proposée, notamment par rapport à la position aujourd'hui, l'évolution de la position. Et puis, lorsque vous descendez dans cet email, vous avez ici une étude un peu plus détaillée avec ici donc le commentaire donc, par rapport à cette étude et bien sûr le graphique. Alors, petite parenthèse, Marc, en effet, si tu ne vois plus le partage d'écran, c'est pas très grave. Je vais partager l'écran dans quelques instants, donc pas d'inquiétude. Ok. Voilà donc ce que je pouvais dire moi sur les alertes turbo. Donc je te propose, Marc, de démarrer. Alors si tu veux, on peut continuer donc sur le PowerPoint pour Oui, l'instant. oui, je pense que c'est bien de commencer comme ça, oui, effectivement. Donc, bah, vas-y, je te laisse commenter le PowerPoint et après tu me dis quand tu as besoin de prendre la main D'accord. sur. Ouais, on va commencer avec ça, je pense, et après peut-être qu'on fera une alternance pour voir les graphiques en live plutôt que les voir figés. Alors, Alors, oui, simplement, excuse-moi Marc, hein, avant de démarrer, je m'adresse à vous tous qui nous suivez. N'hésitez pas justement à utiliser le chat, à poser vos questions, quel que soit le type de question d'ailleurs. Et je reprendrai ces questions et les poserai à Marc si besoin, ou si ce sont des questions concernant IG, je pourrai également y répondre. Donc n'hésitez pas à interagir donc directement dans le chat. Vas-y Marc, c'est à toi. très bien. Alors, effectivement, là, on a fait une petite introduction pour expliquer en gros. Donc, les turbos qui font l'objet en fait de ce concours sont donc des produits qui sont définis en très 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 majeure partie par leurs barrières. Barrières qu'on appelle parfois KO, knockout ou strike en fonction des gens qui en parlent. Cette barrière, c'est un niveau horizontal qui est donné avec le produit. Et donc, c'est à travers ce niveau que le prix du produit va se définir, mais également le risque qu'on va courir et le levier qui va être inhérent à ce produit. Parce que, comme tu le sais, les turbos sont donc des produits à levier, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une sorte, je dis bien, de coefficient multiplicateur qui va décupler le potentiel de gain, tout en augmentant également le risque de perte. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce type de produit, comme tu l'as annoncé tout à l'heure dans le disclaimer. Le fait que ces produits soient définis quasi exclusivement par un niveau horizontal font qu'ils vont se marier très bien avec l'analyse technique, puisque l'analyse technique, c'est le principe justement de déterminer des niveaux horizontaux, des niveaux en tout cas en général, qui vont être soit des objectifs, soit des niveaux de stop, etc., etc. Ça, on va le voir tout à l'heure quand on va regarder les graphiques et comment notamment établir justement son plan de trading de façon cohérente. Ensuite, ce qu'on va essayer de voir, c'est quels sont les critères décisionnels qu'on va utiliser, que nous on utilise chez DataExpert, pour choisir nos trades. Qu'est-ce qui va faire qu'on va décider d'aller sur telle ou telle valeur plutôt que sur une autre? Quels sont les éléments qui vont nous permettre d'avoir un peu de conviction dans un directionnel? Comment ensuite choisir la barrière idéale? Alors évidemment, on aurait pu mettre idéal entre guillemets, l'idéal n'existant pas, mais il y a en fonction de chaque stratégie des barrières qui vont être beaucoup plus adaptées que d'autres. Alors, dans l'absolu, ce qui serait bien, c'est de pouvoir prendre à chaque fois la barrière la plus proche et donc le levier le plus agressif. Le problème, c'est qu'on n'est pas toujours sûr non plus du directionnel dans le timing et qu'il vaut mieux parfois essayer justement d'atténuer un petit peu son risque. Puisque si on a tort dans notre stratégie, bah, finalement, le levier va jouer contre nous au lieu de jouer pour nous. Ensuite, comment établir justement son plan de trading à travers l'analyse technique? Comment définir son niveau de stop? À partir de quand j'estime que je me suis trompé ou qu'en tout cas, je ne suis plus dans la course à court terme? Parce qu'il ne faut pas aussi oublier autre chose, c'est que ces produits-là, ayant une barrière de désactivation, c'est-à-dire que si le niveau de la barrière est touché, bah, finalement, on perd l'intégralité de son capital. Ça fait que ça en fait des produits de relativement court terme, puisqu'on ne peut pas les garder trop longtemps, notamment, en tout cas surtout, si on n'est pas dans la bonne direction. Donc c'est ce que je vous propose qu'on voit ensemble, effectivement, de façon didactique et pratique, puisqu'on va vraiment être dans le cœur justement du trader et de ce que nous on fait chez DataExpert lorsqu'on décide de rentrer en position sur un turbo. Donc tu peux Ce qu'il faut passer. rappeler,
Oui, ce qu'il faut rappeler, Marc, c'est que tu es un expert aujourd'hui des produits de bourse type turbo, puisque tu fais de l'analyse. Ton métier, hein, c'est faire de l'analyse technique, de faire de la Oui, recommandation et faire essentiellement de la recommandation donc sur ce type de produit, donc oui, produit à effet de levier, avec en effet le principe de la barrière de désactivation qui est une des principales caractéristiques du turbo et que tout tu à fait. utilises donc dans le cadre de tes analyses. Alors, tu as participé au concours, donc tu as Oui, pris plusieurs positions. Et tout à donc, fait. tu vas nous détailler donc quelques positions que tu as pris donc durant ce concours. Tout à fait. Alors, c'est mon équipe, hein, plus précisément, qui a géré le concours, mais c'était toujours avec ma supervision derrière. Donc, en fait, on va vous montrer les choix. Et ce qu'on avait dit avec toi, Christophe, avant, c'est que ce qui est intéressant, c'est pas forcément toujours de dire on a raison, on a tort. Ce qui est intéressant, c'est de dire voilà comment on choisit, mais également d'avoir le côté pédagogique, dire bah voilà, on peut se tromper, hein, tout le monde peut se tromper, ça serait trop facile sinon. Euh, Comment on intervient quand on se trompe, à partir de quand on estime qu'on s'est trompé. Et c'est intéressant aussi de voir un petit peu les deux côtés les deux revers de la médaille. Alors, ici, on a un premier titre, donc c'est Banco de Sabadell, donc c'est une banque espagnole. Je rappelle aussi autre chose, le propre de l'analyse technique, c'est d'étudier des graphes. L'avantage justement, du coup, de l'analyse technique, c'est qu'elle peut se faire sur n'importe quel type de sous-jacent et donc n'importe quelle classe d'actifs également. Chez IG, on a des turbos sur des actions, hein, comme on en a vu ici, mais on en a également sur des devises, sur des indices et sur des matières premières. Euh, Pourquoi je dis ça? Parce que là, j'ai donné le nom de l'entreprise. Ce qui va compter surtout pour nous, c'est pas l'entreprise en tant que telle, mais c'est exclusivement son graphique. Euh, on va pas se soucier d'une analyse fondamentale sur les bilans de l'entreprise, sur ses projets, etc. Donc ici, Voilà, donc graphiquement, ton ouais, analyse, donc Marc, hein, pour simplement pour résumer, les analyses que tu produis, donc elles sont essentiellement basées quasiment à 100% hein, sur de l'analyse oui, technique oui, et pas sur de l'analyse fondamentale, de l'étude de chiffre d'affaires, de résultats, de tout à chiffres fait, économiques de l'entreprise, peu importe. Toi, ce qui tout à t'intéresse, fait. c'est, enfin, en tout cas, les choses sur lesquelles tu te concentres, c'est bien l'analyse technique. Tout à fait. Oui, et bon, je tiens évidemment à préciser que je n'ai absolument rien, loin de là, contre l'analyse fondamentale, que j'entends très bien qu'on puisse utiliser cette partie de l'analyse financière en général. Ce que je dis en revanche, c'est qu'il faut bien comprendre, hein, moi je n'ai rien contre et je ne trouve pas que ce soit mauvais. Mais par expérience, une bonne analyse technique doit essayer au maximum de se détacher du fondamental parce que ça risque souvent de biaiser. Et on l'a vu très souvent, et je pense que chacun d'entre vous l'a déjà vu, quand parfois on a un petit parti pris, qui peut être par exemple fondamental, qu'on a envie de voir l'entreprise monter, on a parfois du mal à l'analyser de façon assez objective, alors que quand on regarde le graphique de façon neutre, idéalement, je dis souvent aux gens que je forme, enlevez en fait le titre du graphique que vous regardez, pour pas être brouillé en disant ah je sais que c'est l'or, et l'or, je pense que c'est une valeur refuge et qu'en ce moment, etc. Voilà, il suffit de regarder le graphique et le graphique est censé nous parler. Nous, on va regarder le graphique ici. Donc, j'ai mis le graphique, je l'ai annoté et j'ai mis ce qu'on appelle les bullet points, en fait, les points que je voudrais qu'on regarde ensemble sur ce graphique. Euh, on voit effectivement sur la partie gauche du graphique voilà, ici, qu'on a eu une forte baisse des cours jusqu'en mai 2020, où là, on a eu un premier rebond sur une zone de support. Je dis premier rebond, première tentative, on va dire, de reprise haussière, qui n'a pas vraiment abouti, puisqu'on est revenu à nouveau en octobre 2020 tester le même niveau. C'est ce qu'on appelle, nous, en analyse technique, un double bottom, comme c'est inscrit. Donc, entre les mois, effectivement, de mai et octobre 2020, on voit que les titres sont venus rebondir à 2 reprises sur ce niveau. Le double bottom étant une figure dite de retournement, on est censé, après, inverser la tendance qui était baissière et repartir dans une tendance haussière. Ça a été le cas. Retournement haussier, donc, avec dépassement d'une droite de résistance que je vous ai tracée ici en bleu. Voilà. Donc, tu vois là, comme tu l'as montré, Christophe, qu'à 4-5 reprises et encore, on est sur un graphique daily. Donc, si on zoomait vraiment, on a peut-être une dizaine de fois où les cours sont venus tester cette résistance avant de la dépasser. Comme très souvent, le dépassement d'une zone de résistance forte en analyse technique engendre une accélération derrière. Inversement, l'enfoncement d'un support fort
engendre une accélération à la baisse. Ici, on voit que les cours, effectivement, comme tu le montres, ont accéléré à la hausse. Et après, autre événement intéressant, on voit qu'à nouveau, à 4 reprises minimum, les cours sont venus ici, ce que j'ai inscrit, tester en fait en pullback la même droite de résistance qui, une fois qu'elle a été dépassée, c'est ce qu'on appelle le pullback, devient un support. Donc, c'est ce qu'on appelle une borne de polarité, puisqu'elle peut jouer tour à tour le rôle de support ou de résistance en fonction de là où se situent les cours. À la suite du dernier pullback sur cette droite, on a à nouveau marqué une accélération ici, avant une correction qui a eu lieu assez récemment, une correction que j'ai inscrite comme étant une correction traditionnelle en 3 temps en ABC. Donc effectivement, si tu peux montrer les 3 temps, voilà, ici tu as le premier temps donc de la correction ici, après tu as un premier rebond et puis un troisième temps qui est venu s'appuyer à nouveau sur le même niveau. Ce qui a été très intéressant pour nous, c'est d'observer tout ça. Et il y a autre chose aussi qu'on utilise, nous, les analystes techniques, c'est ce qu'on appelle la conjonction de points, à savoir quand tu as plusieurs éléments techniques différents qui viennent pointer sur le même niveau, tu vas avoir une confiance un peu plus accrue dans le niveau en question. Ici, on a effectivement une ABC, d'une part. Donc, une ABC, pour nous, c'est souvent une fin de consolidation, donc en 3 temps, mais surtout, on a un rebond à 2 reprises qui a eu lieu sur ce qu'on appelle un overlap, c'est-à-dire un niveau horizontal fort qui jouait précédemment le rôle de résistance. Donc, on voit que les cours avaient buté sur ce niveau courant sans doute mars ou avril 2022. Donc, si tu reviens un peu sur ta gauche, là, au niveau où les cours ont buté sur cette zone rouge, voilà, ici, voilà. Donc, ils ont buté ici. Et à partir du moment où ils ont fini par le dépasser, ils viennent s'appuyer sur ce même niveau, qui était donc une résistance, en support à 2 reprises. C'est en fait ce double rebond avec l'ABC, c'est la conjonction de ces 2 facteurs techniques qui nous a, incité à jouer la hausse sur ce titre-là. On voit aussi, alors le RSI, il faut faire un peu attention, il faut bien le backtester. On voyait simplement qu'il était dans sa zone, au-dessus de sa zone de neutralité. C'est pas suffisant, mais ça peut être un élément confortant supplémentaire. Voilà. Donc cette ligne-là, en revanche, elle s'est bien passée. Sabadell a continué à monter depuis. Aujourd'hui, là où on se parle, le titre a pris un peu plus de 2%, 2,20%. Donc là, pour le coup, le scénario était bon et la ligne envisagée s'est plutôt bien déroulée. Voilà. Donc globalement, oui. Oui, j'ai une question, Marc. Donc Oui. là, en effet, on a un signal qui nous incite à rentrer, puisque en effet, comme tu l'as indiqué, on a le ABC avec ici donc, le rebond sur cette zone rouge. Oui. Quel est l'objectif en termes de temps, puisqu'ici on est sur un graphe en daily, c'est ça? Oui. Oui. Ok. Alors, Et donc, oui, je vois journalier, en effet, on l'a ici. Quel est ton objectif? Comment tu détermines l'objectif, justement? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les objectifs et les plans de trading vont à chaque fois dépendre de l'horizon de temps qu'on veut nous s'attribuer. Il y a plusieurs choses. Il faut comprendre que ce qui va compter dans le money management, dans la bonne gestion d'un plan de trading, c'est ce qu'on va appeler nous le risk reward. Le risk reward, c'est comme son nom l'indique en anglais, c'est le rendement qu'on veut espérer en fonction du risque qu'on est prêt à couvrir. Ce risk reward, il doit être évidemment positif au-delà de 1 et il doit idéalement être à partir de 2, on commence à dire que le risk reward est bon et au-delà, évidemment. Alors ça veut dire quoi 2? Ça veut dire qu'en fait, on estime pouvoir gagner 2 pour perdre 1. Bon, c'est une proportion. Pourquoi on dit ça? Parce que c'est normal que si à chaque fois qu'on envisageait un trade, on avait un objectif qui était aussi éloigné qu'un niveau de stop, c'est pas suffisamment pertinent pour comme en termes de money management. Je reviens donc à ta question initiale. En fonction de l'horizon de temps que nous on vise et qu'on estime vouloir viser, on va voir où on va placer nos objectifs. Si tu me dis voilà, là dans le cadre d'un concours, c'est un horizon d'1 semaine, je vais pas te donner un même objectif que si tu me dis moi je vais acheter Sabadell pour le mettre en fond de portefeuille et ça m'intéresse de le garder plusieurs mois, voire plusieurs années. Pourquoi je dis ça? Parce que pour nous, l'objectif véritable à la suite de ce genre de configuration,
il doit être sur des niveaux plus hauts. C'est-à-dire que quand on finit une correction, normalement, on s'attend à ce qu'on appelle une nouvelle vague de hausse, et notamment à dépasser le précédent plus haut qui est ici indiqué autour de 1,304, puisque c'est une valeur qui cote effectivement assez bas. Donc le plus haut précédent, il est sur les 1,304 euros. Nous, dans le cadre d'une stratégie turbo, avec effectivement une barrière qui est indiquée ici sur le knockout en noir, donc à 0,80, ouais, à peu près 0,95 euros, on va pas s'attendre, on va pas garder notre position au-delà des 1,4 sur le titre. Autre chose aussi qu'on n'a pas dit tout à l'heure et qu'on va expliquer maintenant, l'effet de levier sur un turbo n'est pas fixe, hein, il est exponentiel. Plus on va être proche de la barrière, plus il va être important. Plus on va s'éloigner de la barrière, c'est-à-dire plus on va avoir finalement raison dans notre directionnel, plus l'effet de levier va diminuer. Ça fait également, c'est un autre critère pour dire que ces produits sont des produits de relativement court terme, parce que si on a vraiment raison dans notre stratégie, au bout d'un moment, l'effet de levier va perdre de son intérêt. De temps en temps, on peut faire ce qu'on appelle des rolls, c'est-à-dire que si on pense qu'on est toujours sur une valeur qui a un potentiel haussier intéressant, on peut revendre un turbo long et en reprendre un autre derrière pour optimiser un petit peu plus son levier. Donc pour te répondre, avec une barrière de désactivation donc plus proche encore du cours actuel. Absolument. C'est-à-dire que tu fais suivre, du roll. Quand tu fais un roll, tu fais suivre en fait le niveau de ta barrière avec l'évolution du titre, et donc tu reprends effectivement pour bénéficier d'un levier un petit peu plus optimisé. Donc ici, nous, comme on est sur pardon, hein, Marc, c'est un petit peu comme si on rehaussait en quelque sorte notre stop de protection qui correspond au knockout. Et donc c'est un peu le principe du stop suiveur, c'est-à-dire le fait donc de lâcher la position et de reprendre une position sur le même sous-jacent, un autre turbo, mais avec un stop beaucoup plus près cette fois-ci du niveau, et ce qui nous permet donc de gagner en effet de levier, enfin d'augmenter à nouveau l'effet de levier. Absolument, tout à fait, c'est exactement ça. Donc voilà, donc ici pour finir, nous les objectifs qu'on s'est fixés, ce sont des objectifs de plus. Alors attention, hein, quand on dit de court terme, encore une fois, tout est relatif. Pour nous, c'est du relativement court terme. Pour dans le cadre du concours, en revanche, c'est pas des objectifs de court terme. On s'est pas dit que le Sabadell allait atteindre ses niveaux en une semaine, 10 jours, mais on considérera qu'il faudra garder cette position jusqu'à ce qu'on ait atteint les objectifs qu'on a indiqués ici. Alors, pourquoi ces objectifs-là, tu vas me dire? Parce que déjà, on a modulé un petit peu pour avoir un bon risk-reward en fonction du niveau de stop qu'on s'est imposé. Et là, je voudrais vraiment signaler une chose. On prendra peut-être un peu plus de temps sur cet exemple-là pour dire des généralités. Très important, lorsque vous prenez un turbo, de placer votre niveau de stop, évidemment, au-dessus de votre barrière si vous êtes sur un long, comme c'est le cas ici, ou en dessous de votre barrière, comme on le verra peut-être sur un Delivery Hero, quand vous êtes sur un short. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'éviter la désactivation. C'est-à-dire que ceux qui pensent que la barrière peut faire office de stop, ça veut dire qu'ils prennent le risque de perdre l'intégralité de leur mise, puisque une fois que la barrière est touchée, vous perdez l'intégralité de votre mise. C'est aussi ça qui génère la façon dont on va choisir la barrière. Autrement dit, ici, on s'est mis, nous, un stop de protection à 1 euro, qu'on a indiqué en bleu. Donc, on a dit que si on tapait ce niveau, on estime qu'on s'est trompé dans le directionnel, en tout cas à court terme, et qu'il vaudra mieux sortir de sa position. Le fait d'avoir placé un niveau de stop au-dessus de la barrière fait qu'on ne va pas perdre l'intégralité de notre mise, ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas en perdre une bonne partie, hein, mais au moins, on récupère un résidu. Et c'est de cette façon-là qu'il faut envisager les plans de trading, comme je le disais en introduction, sur ce type de produit. Ensuite, pour le choix de la barrière, c'est souvent en fonction des niveaux techniques qu'on va avoir, et notamment du stop qu'on a envie de placer, qu'on va essayer de décaler sa barrière. C'est plus intelligent de le faire dans ce sens-là que dans l'autre sens. Donc là, on regarde le graphe, on regarde notre stratégie, on se dit, voilà, si je passe sous les 1, ça commence à devenir un peu délicat. Donc, dans ce cas-là, je vais essayer de prendre une barrière en dessous des 1, pas trop éloigné non plus pour essayer d'avoir un levier un peu optimal. Et voilà, c'est de cette façon-là qu'on fait le choix de l'intégralité de nos barrières quand on met une stratégie en place. Alors, résultat, Marc, est-ce que tu as gagné de l'argent dans le cadre du concours? Oui, sur cette ligne-là, oui, et j'allais dire
c'est pas plus mal parce qu'on a eu quand même un vent de panique assez violent jeudi dernier où les marchés, donc en plein concours en fait, les marchés ont perdu 3% enfin le CAC en tout cas a perdu 3% en une journée. C'est sûr que sur des produits comme des turbos, ça peut faire très vite très mal. Mais sur cette ligne-là, elle fait partie des banques qui ont bien tenu. Ça n'a pas été le cas de tous les titres, mais cette banque-là a plutôt bien tenu. Et donc oui, on est positif. Et je pense qu'on l'est encore davantage là à l'heure où on se parle, puisque le titre a clôturé à 2,20%. Donc sur cette ligne, oui, ça s'est bien passé. Ce qui n'était pas le cas de toutes les autres, comme on le verra tout à l'heure. Ok. Je regarde s'il y a des questions par rapport Oui, à cette stratégie. oui, dis-moi. A priori, non, on n'a pas de questions. Je rappelle, hein, n'hésitez pas, pour ceux qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, notamment sur les stratégies ou également sur les produits IG. Écoute, Marc, je te propose de passer à la deuxième Oui, tout à fait. position, Absolument. Donc deuxième BBVA, position. Oui, alors on n'a pas été très original. On a refait du une banque bancaire à espagnole. nouveau. Ouais. Ouais, une bancaire à nouveau, comme tu dis. Alors, sur BBVA, on va à nouveau analyser ce graphique ensemble et on va regarder les divers éléments qui constituent notre analyse. Dans un premier temps, point bas, on l'a indiqué, au mois de septembre 2020, bon, comme on le voit, voilà, donc ici, puis nette reprise. Donc on voit qu'à partir de septembre 2020, on le constate à l'œil nu, hein, n'importe qui le constate, on voit que depuis septembre 2020, les cours ont repris une dynamique haussière. Cette dynamique haussière s'est inscrite pour le moment au sein d'un canal ascendant avec une borne, un canal qu'on voit en bleu sur le graphique, avec une borne supérieure qui a été testée par exemple à plusieurs reprises jusqu'en novembre 2021. On Marc, a une phase de... Oui, j'ai une question. oui, Euh, je vois ici que tu utilises les moyennes mobiles sur le graphique. oui, Je vois ici oui, une moyenne mobile 20 et une 50. oui. Est-ce que tu regardes ces moyennes mobiles justement? Est-ce que tu Alors, regardes le placement des cours par rapport à la moyenne mobile dans ton analyse? alors, déjà, sur mes graphiques daily, c'est-à-dire journaliers, j'utilise effectivement les moyennes mobiles 20 et 50. Alors ça, c'est un choix tout à fait personnel. Hein. C'est pas un conseil, mais voilà, c'est moi qui l'utilise de cette façon-là. Je suis pas le seul. Ça fait partie en tout cas, des moyennes mobiles daily qu'on utilise assez souvent. Alors, pour revenir sur ce que tu me dis, moi, les moyennes mobiles, je les utilise parfois pour me conforter, mais je les backteste énormément. Donc, backtester, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comment on peut utiliser les moyennes mobiles? Bon, d'abord, il y a deux moyens. On peut essayer de voir si on a une moyenne mobile quelconque qui peut jouer le rôle de support des cours ou le rôle de résistance quand on est à la baisse. Bon. Ensuite, on utilise ce qu'on appelle les croisements de moyennes mobiles. C'est-à-dire que quand les moyennes mobiles se croisent à la hausse, c'est-à-dire que la moyenne mobile la inférieure est au-dessus de la moyenne mobile supérieure, donc la 20 au-dessus de la 50, on est censé être dans un biais haussier. Quand elle se recroise à la baisse, c'est-à-dire que la moyenne mobile à 20 périodes repasse en dessous de la moyenne mobile à 50, on est censé être dans un biais baissier. Donc, pour répondre à ta question, je regarde de temps en temps les croisements pour voir s'ils sont efficaces ou pas. Donc, c'est ce qu'on appelle faire du backtest. Et puis, en fonction de l'efficacité, je me dis, bon, bah là, je peux faire un peu attention. En revanche, je ne me contente jamais des moyennes mobiles. Pour moi, c'est un outil qui peut conforter dans un sens ou peut-être venir donner une contre-indication, mais je ne vais pas baser une décision uniquement sur des moyennes mobiles. Sur Parfait. des graphes de plus long terme, je vais utiliser des moyennes mobiles un peu plus importantes. Par exemple, sur des graphes weekly, ça sera des moyennes mobiles à 100 et 200 périodes. Encore une fois, c'est un choix totalement arbitraire. Voilà. Donc ici, on voit que les moyennes mobiles dans la hausse ici ont été relativement utiles, mais on voit qu'il y a un petit croisement avec un petit faux, voilà ici, où on aurait pu se demander si ça allait pas, la tendance n'allait pas s'inverser. Finalement, la tendance est maintenue. Et effectivement, à partir du moment en revanche où on a eu un vrai franchissement de la moyenne mobile à 20, on est rentré dans cette phase de consolidation qui a donc eu lieu entre le mois de novembre 2021 et le mois de juillet 2022. On voit que les cours ont ralenti pour venir rebondir sur la borne inférieure du canal avant de marquer une nouvelle accélération. Cette nouvelle accélération, avant donc une nouvelle pause, a pris la forme d'une figure de continuation. Alors, pardon, à l'issue de cette phase d'accélération, on a eu une nouvelle phase de pause qui a pris la forme d'un triangle. Triangle que j'ai dessiné en gris, que tu vois ici, voilà, tout à fait. Donc, triangle
symétrique. Donc un triangle symétrique, c'est un triangle qui a un côté descendant, un côté ascendant, contrairement aux triangles justement ascendant ou descendant qui, eux, ont une base qui va être horizontale. Bon. Ce triangle symétrique étant pour nous une figure dite de continuation, ça veut dire que la sortie de ce type de figure doit engendrer normalement un potentiel de hausse conséquent. Le triangle a été validé. Donc, validé, c'est-à-dire on aurait pu observer le triangle à partir du moment où on était uniquement à l'intérieur. D'accord? Là, on ne sait pas encore s'il va être validé ou pas. On envisage, si tu veux, un triangle. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi autre chose, c'est que là, nous, on est en train de faire une analyse, je vais dire, pas a posteriori, mais on analyse des événements passés, mais parfois, on va être à l'intérieur même des événements. Donc là, le triangle a été validé puisqu'on est effectivement sorti du triangle, comme on l'a indiqué dans le cercle vert, on en est sorti à la hausse, puisqu'on y est rentré à la hausse. Donc, figure de continuation, ça veut dire qu'on va rester dans la même tendance à la sortie de la figure que celle dans laquelle on était avant l'entrée dans la figure. Donc, phase de hausse, triangle, normalement, nouvelle phase de hausse. C'est sur cet ensemble-là, et c'est notamment à 90% sur la sortie du triangle, qu'on a décidé de se positionner sur BBVA, qui est elle aussi une autre banque espagnole. Pour répondre à la question que tu m'as demandé tout à l'heure de comment choisir les objectifs, etc. Alors, les objectifs de triangle, en revanche, eux, se calculent de façon théorique. Alors, le premier objectif de la sortie d'un triangle, c'est le report de la bouche du triangle. Voilà, la bouche, c'est exactement comme tu l'as indiqué, c'est l'écart qu'il y a entre le premier point bas dans le triangle et le côté supérieur du triangle, qu'on va reporter cette fois à la cassure du triangle. Voilà, exactement, pour obtenir un premier objectif. L'objectif suivant d'un triangle peut être calculé en reportant. Alors là, tu vas me dire, mais c'est énorme. Oui, mais c'est pas pour autant que c'est impossible. Donc, en reportant l'ensemble de l'amplitude du mouvement avant l'entrée dans le triangle, donc tout le mouvement qu'on avait effectivement depuis juillet 2022, qu'on va reporter cette fois sur la borne inférieure du triangle au niveau de la cassure, et pour obtenir un potentiel de gain qui lui va être beaucoup plus conséquent. Évidemment, ce report-là, on peut utiliser ce qu'on appelle nous les ratios de Fibonacci, et avant de le reporter forcément à 100%, se donner un niveau intermédiaire et reporter au ratio de Fibo le premier en termes de projection. Ce sont donc les 61,8 pour être très précis, donc environ 62% du mouvement précédent pour obtenir un premier objectif. Voilà. Donc cette stratégie sur BBVA, on l'a choisie et sélectionnée sur la sortie du triangle. Pour répondre à ta question qui va arriver, à savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui, bah, ça a tenu. Ça a tenu malgré la baisse de jeudi dernier, et c'est en train de se reprendre. Donc le titre a pris à peu près 1% aujourd'hui, malgré effectivement la forte baisse qui a eu lieu jeudi dernier en général sur les marchés. Donc nous, le stop n'a pas été le stop a tenu, le stop n'a pas été atteint. On est arrivé au plus bas, je vais te dire, parce que je suis là sur le graphique en direct, on est arrivé au plus bas à quasiment 6,8, mais le stop à 6,71 a donc tenu, et les cours sont déjà en train de se reprendre. Donc oui, parce que ce qu'il faut préciser, Marc, à nos auditeurs, c'est que lorsque tu prends un turbo, ici donc on a en noir la barrière de désactivation. En gros, tu n'attends jamais d'aller toucher la barrière de désactivation avec le turbo, donc vos zéros. Tu places en plus de ta position, enfin tu places sur ton objectif un ordre stop qui sort la position en cas de retournement défavorable du marché. Tout à fait. C'est-à-dire que tu as un niveau de stop. Donc tu as la barrière, bien sûr, qui agit comme un stop, mais en plus de cette barrière, tu préfères placer un stop ici. Donc pour sortir la position si en effet la stratégie ne part pas dans le bon sens, et en revanche de l'autre côté, tu places également un objectif. Tout en gardant justement ces règles de money management dont tu parlais tout à l'heure, avec notamment le risk reward. C'est ça, le risk reward et la stratégie de plan de trading qui doit être cohérent par rapport aux gains attendus. Et, voilà. Alors, une dernière chose que j'ai oubliée et qui est pourtant importante, je vous ai dit qu'on avait basé essentiellement la stratégie sur le triangle, mais il y a un autre élément très important, et c'est un élément qu'on va retrouver très souvent. Moi, dans l'analyse technique que j'enseigne, il y a vraiment des niveaux que je considère comme étant particulièrement forts. Ce sont les overlaps. Les gens le savent, les gens qui ont suivi les formations le savent. Ce sont des niveaux horizontaux, comme on l'avait tout à l'heure, tu te souviens, sur Sabadell.
Ouais. Je t'avais montré. Donc, ce sont des niveaux qui vont jouer tour à tour le rôle de résistance puis de support en pullback, les overlaps ayant la particularité d'être des niveaux horizontaux. Reviens juste 2 secondes sur le slide précédent que je montre juste pour que les gens comprennent bien la différence. Donc, sur le slide précédent, on avait la droite bleue, là, tu vois, qui, elle, était la droite bleue en bas, en bleu marine, voilà, qui, elle, était une bande de polarité, qui n'est pas un overlap parce qu'elle n'est pas horizontale. Cette pente est inclinée. Pour autant, c'est une vraie bande de polarité puisqu'elle a joué le rôle de résistance à 4 reprises en gros, sur 4 sommets, et qu'elle par la suite, elle a joué le rôle de support à 4 reprises. Toujours sur ce graphe, en rouge, en revanche, on a la même chose, mais ça s'appelle un overlap parce que c'est horizontal. Donc, c'est effectivement ce niveau qui a joué le rôle de résistance ici et qui a joué à 2 reprises par la suite le rôle de support au moment où les titres ont commencé à corriger en étant au-dessus de ce niveau. Si on revient maintenant sur l'analyse suivante qu'on était en train de regarder, on va voir qu'on a la même chose en rouge ici, à savoir voilà, une zone de résistance ici assez forte qui a en plus correspondu à la bande supérieure du canal. Et on voit qu'à l'intérieur même du triangle de consolidation, les cours ont trouvé un point d'appui pour finir la première jambe de baisse en fait de la correction et venir rebondir exactement sur ce niveau. Ces niveaux-là sont véritablement des niveaux extrêmement forts en termes d'analyse technique. Ce sont des niveaux qui ont un taux de réussite qui est quand même assez important et il y a parfois des graphiques sur lesquels on voit une série d'overlaps les uns après les autres. Donc moi, c'est un élément auquel je fais extrêmement attention. Et quand je vois comme ça des rebonds sur des overlaps, quand je suis dans un schéma haussier, ou des butées sur des overlaps quand je suis dans un schéma baissier, bah, ça me titille quand même beaucoup. Hein. Je me dis, ah, j'ai un overlap, ça m'intéresse. Overlap plus sortie triangle, j'allais dire entre guillemets double jackpot. Pour l'instant, les cours tiennent bien et je pense effectivement que la tendance haussière va se poursuivre et que ça finira également par être un bon trade parmi ceux qu'on a présentés ici. Alors justement, Marc, j'ai une question Oui, par rapport aux overlaps. oui, Parce que c'est vrai, quand on regarde le graphique comme ça peut paraître assez facile en termes de mmh, lecture. Mais au mmh. final, comme il existe des milliers de sous-jacents, comment tu les sélectionnes? Est-ce que tu as un outil pour sélectionner justement, ou est-ce que tu as Alors, quelque chose qui te donne des signaux? Comment ça se passe? on a développé en interne un outil qu'on a appelé TopScan hein, arbitrairement, parce que nous, ce qu'on fait, ce que tu entends par là, c'est du scanning en fait. Hein. On scanne des valeurs, des Oui, c'est-à-dire sous-jacents, que tu ne et passes pas toute ta journée à passer de graphique en graphique à essayer d'avoir la alors, configuration en quelque sorte. Tu as un il y outil a qui te certaines, permet de les oui, détecter. alors il y a certaines, alors ce qu'on fait, pour que les gens comprennent comment ça fonctionne. Donc avec mon équipe d'analyse, de temps en temps, je leur dis, on va faire une réunion TopScan. Autrement dit, on va alimenter cet outil qu'on a développé. De quelle manière bah, c'est un outil dans lequel on a référencé les sous-jacents qu'on est à même de suivre, dans lequel d'ailleurs il y a effectivement la liste des sous-jacents IG sur lesquels on a des produits disponibles. Et on regarde ces sous-jacents toujours. Alors la base, chez nous, la matière première, elle est toujours manuelle. Hein. Il n'y a rien qui est issu du développement à 100%. Donc manuellement, on regarde les graphiques, on fait l'état des lieux du graphique exactement comme ce que je vous ai fait ici. On regarde les niveaux importants dans un sens, dans un autre. Et là, on détermine. Soit, de temps en temps, on va tomber sur une valeur, on va se dire, ah bah là, tiens, c'est intéressant, on pense que ça va être haussier. Dans quel cas, on va initier une position acheteuse avec à travers un turbo long. Soit inversement, on se dit, ah bah là, c'est baissier. On vient de sortir d'un niveau intéressant, etc. Et là, on va initier une position short sur cette valeur. Soit on va être dans ce qu'on appelle, ce qui est majoritairement le cas, dans la zone un peu grise où on est entre deux eaux, on ne sait pas trop dans quel sens ça va aller. Là, on va établir l'état des lieux, cartographier et ce qu'on appelle baliser notre graphique. Et là, le TopScan va intervenir. On va regarder les niveaux clés qui nous semblent intéressants et on va les intégrer dans notre outil en disant, voilà, si sur telle valeur, on enfonce tel niveau, je veux que tu m'avertisses parce que pour moi, ça serait un signal important de baisse. Inversement, si on dépasse tel niveau, je veux que tu m'avertisses parce que pour moi, ça sera à partir de ce niveau que je commencerai à envisager un biais haussier potentiel. Cet outil-là, lui, une fois qu'il est renseigné, après, automatiquement, il va nous indiquer des alertes en disant ah, niveau enfoncé, support enfoncé sur telle valeur, résistance dépassée sur telle valeur. Et nous, à l'issue de ces alertes-là, on va aller confirmer, évidemment, l'alerte qui nous a été envoyée en disant effectivement, sur telle valeur, là, ça devient intéressant.
parfois, on va se rendre compte que pour des raisons diverses, bah, peut-être que finalement le signal, même s'il a été validé par le logiciel, ne va pas être forcément conforté par notre avis technique. Parce qu'il faut savoir aussi il y a autre toujours chose. une validation humaine en quelque sorte Oui, avant la prise du trade. ouais, il y a absolument toujours une dernière validation humaine. Il faut savoir autre chose, c'est que l'analyse technique détermine des niveaux, mais les niveaux en eux-mêmes ne sont pas toujours. En fait, il y a une autre donnée à laquelle il faut faire attention, c'est la façon dont les niveaux sont atteints. Par exemple, imagine que tu as un niveau à 1,5 là sur le graphe sur lequel tu te situes, bon 1,4 puisque les 1,5 on les voit pas. Ça va être complètement différent d'arriver sur les 1,4 avec un vrai momentum, une impulsion assez nette comme on l'avait précédemment, que si on y arrive de façon un peu poussive avec une alternance véritable de phase de hausse et de correction et peut-être une sorte d'arrondi à la fin une fois que tu arrives sur ton objectif. Donc Oui, c'est pour quelque ça chose que d'un peu poussif en quelque sorte. oui, absolument, quelque chose de poussif, tout à fait. C'est pour ça que les niveaux en eux-mêmes ne sont pas suffisants. Il faut également voir quel est le momentum. Et ça, on le voit dans le directionnel, on le voit quand c'est impulsif. On peut évidemment de temps en temps essayer de conforter aussi un petit peu avec des volumes. Est-ce que les volumes sont conséquents en accélération ou est-ce qu'ils commencent à être un petit peu en diminution, etc. Donc effectivement, c'est à travers cet outil qu'on a nous nos alertes qui sont données parce qu'on n'a pas le temps de regarder, je sais pas, on a peut-être 200, 300 valeurs au total. On peut pas les regarder tous les jours à chaque fois. Mais de temps en temps, on remet à jour notre top scan et on vérifie que les valeurs sur lesquelles on a des alertes, à ce moment-là, soit on va les rentrer en portefeuille, soit on va réajuster les niveaux si on estime que l'alerte n'est pas confirmée. Voilà. Donc BBVA, le scénario est plutôt dans le bon sens, mais Oui. pour l'instant Alors, c'est pas il y a foufou. eu, il y a eu quand même une correction, c'est pas extraordinaire, mais l'analyse graphique qu'on en a fait tient toujours. Et pour nous, on reste positif sur cette valeur et on pense effectivement que le biais va rester à la hausse pour l'instant. Ok. On parle de Lufthansa. Oui, tout à fait. On va parler de Lufthansa, qui va être le cas justement, le cas inverse, mais on va voir pour quelle raison. Alors Lufthansa, de la même façon, on établit d'abord l'état des lieux, on essaie de voir où on se situe au sens large. Et cette valeur va être intéressante à deux niveaux différents. On voit ici que effectivement on a une phase de baisse assez importante qui a trouvé un point bas en septembre 2020. Et puis à partir de septembre 2020, on voit que on évolue. Alors Lufthansa, évidemment, c'est la compagnie aérienne allemande, c'est l'équivalent du Air France allemand, hein, pour faire court. On voit que contrairement au canal qu'on avait tout à l'heure, le canal là est un peu plus poussif, c'est-à-dire que c'est un canal qui est certes légèrement ascendant, mais qui est plus dans l'horizontalité que dans la vraie hausse. Donc on voit que on peut pas dire en regardant ce graphique que Lufthansa est inscrit au sein d'une tendance véritablement haussière. Donc, on a une première accélération à l'intérieur de ce canal jusqu'en mars 2021. Et puis là où c'est très propre, c'est qu'après, on voit à nouveau qu'à 4 reprises minimum, on est venu buter à chaque fois sur la borne inférieure de ce canal. Plus une zone est testée, un support, une résistance en analyse technique, plus ce niveau va avoir de l'importance. À l'issue des 4 tests de cette borne inférieure de canal, on a fini par réussir, après le 4e rebond, à accélérer plus franchement jusqu'au haut du canal. Là, j'ai voulu quand même montrer des choses de façon tout à fait transparente. On a ici l'exemple de ce qu'on appelle, nous, un bull trap. C'est quoi un bull trap? C'est un faux signal. Autrement dit, si on s'était intéressé à ce moment-là à ce canal, la sortie du canal à la hausse aurait pu être un signal de hausse intéressant pour nous, en disant ah quand même, on a un canal qui est là depuis au moins septembre 2020, on a fini par en sortir après 3 ans, c'est peut-être un signal de hausse intéressant. Mais alors Pourquoi justement, Marc, ouais. une question là qui s'impose, c'est qu'est-ce qui te fait dire que c'est un bull trap? C'est Alors un piège attention. ici pour les haussiers. Alors justement, attention, là, moi, je vous ai montré l'exemple d'un bull trap, mais un bull trap ne se sait évidemment qu'une fois qu'il a eu lieu. Sinon, ça serait trop facile. Ouais. Donc, c'est pour montrer aux gens que rien n'est infaillible, que là, par exemple, on aurait été tenté de jouer la sortie du canal et on se serait trompé. Hein. Donc, il faut montrer aussi ce genre d'exemple
pour que les gens comprennent que voilà, donc ça c'est aussi notre Oui, quotidien c'est-à-dire que là, dans le métier. c'est-à-dire Donc que là, là, en effet, en reprenant les bases de l'analyse technique, on peut dire en effet, on sort ici du canal qui est pas vraiment horizontal, hein, mais en effet qui est oui, plutôt vers le haut. On a une sortie légèrement plutôt ascendant. franche Ouais. avec un vrai momentum, puisqu'on voit que précédemment, le marché avait une vraie tendance haussière et qu'au final, on se fait avoir. On finit par se faire avoir. D'où justement l'importance d'avoir ici un bon money management, c'est-à-dire qu'on peut rentrer sur un signal franc, mais au final, ce n'est pas du 100% gagnant. Absolument, absolument. Là, par exemple, on n'aurait pas pu en vouloir à quelqu'un qui avait décidé d'initier une position acheteuse à la cassure du canal. Pour autant, bah, il aurait subi le fameux bull trap puisqu'on a réintégré finalement ce canal très rapidement. Donc, c'était ce qu'on appelle nous un faux signal, d'où le bull trap ici. Par la suite, après, on est rentré effectivement dans une phase de correction, en tout cas dans un premier temps, et on voit à nouveau, si tu veux, que on a un overlap, c'est-à-dire qui est cette fois indiqué en bleu. Donc tu vois effectivement ici, tu vois qu'à 2 reprises quasiment, on est venu s'appuyer dessus en résistance, et qu'à partir du moment où on l'a dépassé, on est venu à aller au moins une, deux, et puis après tu vois dans le petit, ce que tu as à côté du petit cercle rouge, là, tu as peut-être une dizaine de fois, on est venu rebondir sur ce niveau. Et on est revenu le chatouiller plusieurs fois, hein. On est venu le chatouiller plusieurs fois, effectivement. Là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que on a voulu montrer cet exemple-là? Parce qu'en fait, nous, on a eu envie de se positionner à la hausse en anticipant deux choses. D'abord, en anticipant un triangle de continuation que tu vois ici, voilà, qui lui, pour le coup, aurait été un triangle descendant avec une base horizontale et un côté descendant. Euh, et on s'est dit, le triangle cumulé avec le rebond très très net sur l'overlap aurait plutôt tendance à nous indiquer un potentiel haussier. Or, le niveau d'overlap en question, qui aurait été la base de notre triangle, a été cassé. Alors, pour l'instant, légèrement, peut-être pas encore suffisamment, mais en tout cas, c'est venu un petit peu invalider notre idée de potentiel haussier, en tout cas à court terme, c'est sûr. Maintenant, c'est un peu tôt pour moi pour envisager une cassure nette, parce que là, les cours sont en train de titiller un peu autour de cette zone. Si jamais vraiment il y avait une clôture en daily qui reviendrait au-dessus des 8,92 par exemple, au-dessous pardon des 8,92, là on pourrait se dire que c'est vraiment enfoncé. Pour l'instant, il faut faire attention parce qu'imagine que tu te tapes ici à l'inverse du bull trap de tout à l'heure. Là, on pourrait presque être dans un bear trap si on décide de se positionner à la baisse trop tôt. Oui, ça pourrait repartir à la hausse. Voilà. Donc, on va faire attention un petit peu. Je sais qu'on a des confrères qui se sont positionnés du coup à la baisse sur cette valeur. Nous, on a un petit peu hésité à faire ce qu'on appelle le reverse. Alors, le reverse aussi, on va en parler. C'est quoi faire un reverse en termes d'analyse technique et en termes donc de trading en général? Bah, parfois, tu vas voir que tu vas jouer un rôle, tu vas jouer par exemple une position acheteuse, un long, sur un niveau fort que tu as envisagé, comme on l'aurait fait ici. Autrement dit, on a déterminé un niveau de support très fort. On a décidé de jouer ce niveau de support et sur un des rebonds sur ce support, on décide d'initier une position acheteuse. Et puis, assez rapidement derrière, notre support en question finit par craquer. Au moment où il craque, là, je t'ai dit que pour nous, c'était un peu tôt sur cet exemple-là, mais si jamais il avait craqué un peu davantage, c'est totalement cohérent et pas du tout inintéressant d'envisager des reverse. Reverse, c'est lâcher sa position haussière pour en initier tout de suite une baissière. Pourquoi? Parce que ce qu'on a appris, nous, dans notre expérience d'analyse technique, c'est que les niveaux forts ne sont pas toujours infaillibles. En revanche, quand un niveau fort, par exemple un support très fort, il ne va pas être infaillible. Au bout d'un moment, il va finir par craquer. Tant qu'il tient, on va pouvoir le jouer justement en tant que support à la hausse, mais le jour où il viendrait à céder et à craquer, à ce moment-là, on a de fortes chances d'avoir un intérêt à se positionner à la baisse dans l'autre sens. Inversement, quand on envisage une résistance très très forte sur laquelle on vient buter régulièrement, on peut initier des positions vendeuses à chaque fois qu'on bute sur la résistance. Et si jamais à un moment, on a ici une position vendeuse et finalement la résistance est dépassée, on peut tout à fait solder la position vendeuse pour se positionner sur une position acheteuse, donc sur un long plutôt qu'un short, parce qu'on verra que les potentiels d'accélération, en général, sur les cassures de niveau importants, sont quand même
très souvent, très souvent, assez conséquent. Le risque du reverse, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon les fameuses portes de saloon. Ça peut arriver, ça nous arrive à tous. C'est-à-dire, on était long sur un truc, on voit que d'un seul coup, ça repart vers le bas, donc on lâche le long, on prend un short, et puis finalement, l'accélération baissière qu'on attendait n'a pas lieu, et on repart dans la hausse, et là, on se fait avoir sur les deux lignes, donc c'est les portes de saloon. Alors qu'il aurait finalement… Est-ce qu'il vaut mieux pas, justement, dans ces cas-là, abandonner la partie et dire, bon, bah voilà, je passe à autre chose, quoi. Ah oui, alors là, dans ce cas-là, oui. Parce que le Maintenant, piège de la porte de saloon, c'est à chaque fois de se dire, je vais essayer de me refaire, et puis se reprendre en effet la porte de saloon dans la figure, quoi. oui, dans l'autre sens. Alors attention, hein, pour moi, c'est pas c'est pas du tout le fait de se dire je vais me refaire. C'est pas ça dont je parle dans le reverse. C'est pas je vais me refaire. C'est je joue un niveau fort dans un sens. Si ce niveau craque dans l'autre sens, je sais que j'ai 7, 8, voire 9 chances sur 10 de voir une accélération dans l'autre sens. Ce que je voulais dire, Marc, c'est en effet si on prend la première porte et la deuxième porte, si on se prend l'aller-retour. Oui, alors là, oui. Se dire, il vaut mieux passer à autre chose et pas essayer à 200%, parce qu'après c'est une farce sans fin. Oui, si on s'est pris les portes de saloon, là on encaisse, un peu groggy, et puis on passe à autre chose. Alors ça c'est sûr. Alors ça c'est une évidence. Je te propose qu'on passe sur le dernier graphique. Juste Lufthansa. Alors, t'as pris position ou pour l'instant on attend toujours? Est-ce que tu attends? Il y a une position qui avait été prise à la hausse sur le concours. Sur le compte. Ouais. Je pense, alors je suis désolé, j'aurais dû vérifier avant. Comme je te dis, moi, c'est pas moi qui ai géré les portefeuilles du concours, mais je pense qu'on l'a gardé. Il me semble qu'on l'a gardé, parce que l'accélération, la cassure baissière n'était pas suffisamment importante. Mais c'est une position perdante. Ok, vous êtes long donc, pour l'instant. Ouais, on est long, mais c'est une position perdante parce que la forte accélération du fameux jeudi noir de la semaine dernière nous a totalement mis dedans sur cette ligne-là. Et je pense très honnêtement qu'on n'arrivera pas à s'en sortir uniquement parce que le concours a, c'est logique, un délai dans le temps qui fait qu'on va être obligé de solder des positions au bout d'un moment. Mais sur du plus long terme, peut-être qu'on l'aurait gardé. En tout cas, tant que la cassure n'est pas suffisamment nette, on l'aurait peut-être gardé quand même. Voilà. Ok. Alors, on passe au dernier titre, Delivery Hero. Oui, alors là, c'est marrant. J'ai pas fait attention, c'est pas du tout le long terme, mais j'avais pris 2 valeurs espagnoles et 2 valeurs allemandes, parce que donc là, on était sur une compagnie allemande, et là, on est sur une entreprise de livraison à domicile allemande. Alors, Deliveroo, on va également en faire l'analyse graphique, point après point, étape après étape. Déjà, on est d'accord que quand on regarde la vue d'ensemble, on peut pas dire Deliveroo, c'est une valeur qui est ultra bullish. Hein. Elle n'est pas inscrite dans une tendance haussière comme beaucoup de valeurs le sont d'ailleurs nettes. Au contraire, elle semble globalement assez faible. C'est déjà une première remarque qu'on peut se faire. Dans un premier temps, ici, comme tu l'indiques, on a la cassure d'un wedge. Donc, tu vois ce wedge-là, il est matérialisé par les deux traits bleus, donc qui est chez nous ce qu'on appelle une figure de retournement, donc qui arrive à l'issue d'une tendance haussière pour engendrer une tendance baissière ou inversement. Et là, on voit que la traduction française du wedge. Oui, pardon, le wedge, je l'ai écrit sur la présentation. Le wedge, c'est un biseau. En français. Donc le biseau ici, lorsqu'il y a eu cassure du biseau dans ce rond rouge, on voit que ça a engendré une véritable accélération baissière. C'est très souvent les cas des wedges, des biseaux de retournement comme ça en fin de mouvement. Et on voit également, si on veut être un peu plus méticuleux, que à la cassure du wedge, on est venu par la suite marquer un petit rebond qui a testé en pullback, donc la borne du wedge, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à réintégrer le wedge, et à partir de ce pullback-là, on a marqué à nouveau une accélération baissière qui, là, pour le coup, a été vraiment conséquente. Ce que nous, on conseille sur des cassures de figures chartistes, il n'y a pas toujours un pullback. Certains attendent le pullback pour valider. C'est quoi le risque d'attendre le pullback et l'avantage? Le risque, c'est de ne pas voir. Imagine par exemple ici, d'accord, que tu aies cassé ce wedge, ce biseau, et que tu te sois dit, moi, je vais attendre de voir s'il y a un pullback pour me positionner à la baisse. Là, il y en a eu un, donc tu aurais eu raison. Le risque, c'est qu'il n'y en ait pas eu et que les cours se soient effondrés directement, auquel cas, tu ne serais jamais rentré en position.
L'avantage, c'est que parfois, ça peut permettre d'optimiser un peu et ça permet également d'éviter les faux signaux. Je te propose de revenir juste quelques secondes sur la slide précédente. Tu vois ici, par exemple, si tu vas dans le rond vert, si la personne avait attendu le test du pullback du canal pour se positionner à la hausse, bah là, elle aurait évité le bull trap. Pourquoi? Parce que tu vois que quand les cours, après avoir cassé le canal, sont revenus vers la bande supérieure du canal, on voit qu'ils n'ont pas testé le pullback. Ils n'ont pas rebondi à nouveau. Ça fait que si on avait attendu le pullback pour se positionner, là, on aurait évité le bull trap. Moi, j'ai pas de conseils à donner. Je connais des gens qui attendent toujours les pullbacks pour plus de sûreté. Nous, on est un peu plus agressif dans notre trading. On se positionne sur les cassures en général. Ce que je conseille de faire en revanche pour ceux qui auraient fait comme nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se positionne sur la cassure. En revanche, une fois qu'il y a le pullback et que le pullback est testé, on se renforce. Parce que quand un pullback est testé, la conviction dans le directionnel devient quasiment 2 à 3 fois plus forte. Donc, moi, ce que je conseille de faire pour ceux qui se positionnent avant les pullbacks, pour ceux qui se positionnent sur les pullbacks, bon, là, ils font comme ils veulent, ils se positionnent sur le pullback. Ceux qui, comme nous, se positionneraient avant, si jamais après, par la suite, il y a pullback, on se renforce. C'est-à-dire qu'on peut augmenter la taille de notre position parce que le pullback va nous donner encore un peu plus de confiance dans notre directionnel. Oui, disons voilà. qu'il y a deux écoles. L'école Oui. plutôt agressive où on rentre dès la cassure en quelque sorte, avec renforcement sur le pullback, ou l'école où on est un peu plus prudent, quitte à louper un mouvement où on attend le pullback pour être sûr de rentrer. Tout à fait. Donc deux manières en effet d'envisager les choses, soit en effet plus agressif ou un peu moins agressif en attendant donc la confirmation donc du pullback et cette fois-ci de rentrer dans le marché. Ok, donc là on a bien ici une cassure baissière. Oui, Alors on a ici, donc cette cassure baissière ouais. qui a marqué une forte accélération. Hein. Et d'ailleurs, toi qui me parlais de tout à l'heure des moyennes mobiles, tu remarqueras ici la pertinence. C'est-à-dire que tu vois la moyenne mobile à 20 qui a joué vraiment le rôle de résistance dans toute la baisse. Le moment où elle a été quand même un petit peu dépassée, bah la moyenne mobile à 50 est venue jouer vers le deuxième rideau. Et effectivement, on n'a pas eu de croisement des moyennes mobiles avant un rebond conséquent. Donc, jusqu'au point bas qui a été atteint finalement en mai 2022. À partir de mai 2022, on a eu une tentative, ce qu'on appelle nous une tentative de reprise. C'est-à-dire que les cours se sont peut-être dit, bon, bah là, ça serait bien qu'on reparte un peu à la hausse. Pour autant, la tentative, pour l'instant, a été plus ou moins, a plutôt échoué. Pourquoi? Parce que tu vois qu'on a une première accélération entre mai 2022 et août 2022. Je le signale quand même, et d'ailleurs on l'avait fait sur un produit IG à l'époque, on a dans cette accélération un triangle là que j'ai indiqué en ABCDE en violet, qui est un triangle de continuation qu'on avait effectivement joué sur la cassure de la sortie de ce triangle, et on voit très nettement ici, même à l'œil nu, que si tu reportes à peu près l'amplitude de la hausse avant de rentrer dans le triangle, si tu la reportes sur le bas du triangle en vague E, tu vois qu'on a reproduit quasiment le même mouvement pour atteindre l'objectif autour des 56-50. Alors, première accélération jusqu'au 56-50 août 2022, à l'issue de quoi on a quand même marqué une nouvelle forte vague de baisse, puisqu'on a retracé à l'œil nu plus de 70% de la hausse précédente, ce qui n'est pas de très bon signe lorsqu'on veut envisager une reprise haussière, mais ce n'est pas du tout impossible. Là, il aurait fallu marquer, à partir de ce niveau, une véritable accélération. Le problème, c'est que la nouvelle accélération est venue à nouveau buter sur le même niveau, sur les 56-50. Ce qui signifie que ce niveau devenait un niveau de résistance majeur, qui a été testé à 2 reprises. Et là où il a d'autant plus été majeur, c'est qu'on voit la deuxième accélération baissière après la deuxième butée sur ces 56-50. Bah là, elle a été très nette, encore plus nette que la précédente, puisqu'on est tombé quasiment en ligne droite jusqu'au 29,55. Bon. Donc pour nous, c'est déjà un premier signal intéressant de faiblesse des cours et de manque de momentum à la hausse. Par la suite, on a eu à nouveau une énième tentative de hausse. Cette fois, elle n'est même pas arrivée une troisième fois sur ce même niveau. Et à l'issue de cette tentative, on a eu une correction importante ici, et correction qui est venue enfoncer ce qui aurait pu être un overlap pour nous, c'est-à-dire
le niveau de résistance précédent, qui est un peu plus haut là, juste le sommet que tu as sous le trait bleu, non, sur ta gauche, un Pardon. peu plus, voilà, ici. Ce niveau-là, je ne l'ai pas tracé, mais tu vois, la correction après, elle est venue enfoncer ce niveau-là, qui aurait pu être un overlap potentiel, ce qui fait que nous, on a plutôt eu tendance à vouloir se positionner à la baisse sur cette valeur. Comme tu le vois, à l'opposé des stratégies précédentes, cette fois, on est sur une position short, c'est-à-dire qu'on joue la baisse du titre et pas la hausse. Comme on joue la baisse du titre, notre niveau de stop en bleu va se situer en dessous, cette fois, de notre barrière en noir pour éviter justement la fameuse désactivation. La baisse qu'on joue, pour le coup, les objectifs étaient assez simples. On a positionné un premier objectif sur le dernier niveau de support autour des 33,80 qui avait été testé à quelques reprises. Et puis le deuxième objectif sur l'autre niveau de support autour des 29,55 qui lui aussi avait servi de point d'appui au marché à plusieurs reprises. Voilà. Maintenant, dans l'absolu, si on a raison, j'aurais plutôt tendance à penser que Deliveroo a des risques de descendre encore au-delà des 29,55. Évidemment, il est trop tôt pour savoir, mais c'est l'ensemble de ces divers éléments. Et pour le coup, le RSI aussi a plaidé un peu en cette faveur, puisqu'il est venu buter vraiment sur sa zone ici, la zone verte. Donc la zone verte sur le RSI, qui est un indicateur borné, ce qu'on appelle un oscillateur, donc qui est aussi toujours entre 0 et 100. On estime que le RSI commence à être suracheté quand il commence à taper les 70 qui sont indiqués en vert, entre 70 et au-delà, et il commence à être survendu quand il tape les 30 ou en dessous, qui est le niveau rouge. Comment on backteste le RSI? On regarde si à chaque fois qu'il est arrivé sur sa zone de surachat, par exemple, est-ce que les cours de l'action se sont retournés? Et on voit notamment que sur le double top, sur des deux sommets en août 2022 et février 2023, on voit que effectivement, à ce moment-là, le RSI était également en train de tester sa zone de surachat, ce qui vient à nouveau donner une petite indication supplémentaire sur le fait que le retournement qui a eu lieu ici est venu également buter sur la zone de surachat du RSI. Ça nous donne un élément supplémentaire pour avoir un petit peu plus de confiance dans le trade qu'on a mis en place. Alors, qu'est-ce que ça donne ces jours-ci par rapport à cette position? Pour l'instant, c'est flat. Ça avait baissé un peu au début. Aujourd'hui, c'est un peu repris. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que c'est pas suffisant. Aujourd'hui, on n'a aucun, il n'y a rien de très parlant, ni pour dire qu'on a raison, ni pour dire qu'on a tort. Il faut attendre un peu, c'est trop tôt. Voilà, parce que c'est une position quand même très récente. Alors, pour conclure, Marc, cette présentation, qui était très, très intéressante dans la manière de présenter les choses comme tu les analyses, parce qu'au final, on se rend compte que quelque part, c'est quand même assez simple. Malgré tout, ça nécessite quand même un œil assez aiguisé sur les graphiques et de l'expérience. Est-ce que tu as un tuyau à nous donner pour les 3 derniers jours du concours? Il nous reste 2 derniers jours, pardon, puisqu'on a mercredi et jeudi. Est-ce qu'il y a un sous-jacent qui te titille un petit peu là? Alors, un qui me titillerait là, en fait, le dernier qu'on a pris nous semblait assez intéressant. On s'est positionné sur l'euro-dollar, puisque vous avez également des produits sur l'euro-dollar, sur la cassure d'un. Te partage l'écran. Est-ce que tu veux que je te donne la main pour que tu nous montres? Oui, partage. Oui, si tu veux, je vais partager mon écran et. Je te donne la main. Alors, je ne sais pas en revanche si je vais sélectionner le bon écran. On voit, non, c'est pas le bon écran. Là, on voit alors, attends, une fenêtre web. Je vais essayer de voir où est-ce que je peux sélectionner l'écran. Sinon. En haut sur la petite. Parce que je l'ai pas là, moi Alors, tu sais ce qu'on va faire? Je vais faire autrement. Attends. Je vais reprendre là. Non, laisse. Là, j'ai une autre idée. Bouge pas. J'ai une autre idée. On va faire comme ça. Hop. Voilà. On va faire ça. Et du coup, en fait, je vais simplement mettre mon logiciel et mon graphique sur l'écran là en question. Et comme ça. Hop. Mais attends. Pourquoi est-ce qu'il me montre pas les graphiques là? Voilà, ça arrive. C'est en train d'apparaître. Ouais, c'est en train d'apparaître. Ça prend un peu de temps, ça charge, mais c'est en train d'apparaître. Voilà. Donc on va regarder l'euro-dollar et on va essayer de voir ensemble ce qui nous a décidé en fait. Donc voilà. Donc plutôt haussier ou plutôt baissier? Non, là pour le coup c'était à la hausse. Est-ce que tu peux le mettre en plein écran?
Ah, Oui, super. tout à fait. Voilà. Merci. Donc là, je resserre le graphe et je fais exactement ce qu'on a fait ensemble, mais sur du dynamique. On voit effectivement qu'il y a eu une forte phase de baisse sur l'eurodoll. On voit que entre janvier 2022 ici et septembre 2022 ici, cette baisse est inscrite à l'intérieur d'un canal assez propre. Et puis finalement, on est venu sortir de ce canal ici à peu près en octobre 2022. À l'issue de quoi, l'euro a repris le poil de la bête et a engendré un rebond conséquent. Depuis à peu près février de cette année, on voit qu'on est dans une phase de temporisation, c'est-à-dire qu'il y a une petite alternance des forces en présence avec une petite prédominance du dollar suivie d'une prédominance de l'euro, etc. Et ce qui nous a paru intéressant, ce sont deux choses. Dans un premier temps, on voit que ici, voilà, si je zoome un petit peu, on voit que les cours sont venus sortir ici d'un drapeau, d'un petit drapeau, qui est pour nous également une figure de continuation. Donc, figure de continuation, comment se joue le drapeau? On voit qu'on a un mât ici, le mât du drapeau, ce qu'on appelle le mât. Exactement. Et tu vois, autre chose, Christophe, tu disais tout à l'heure que finalement, on se rend compte que ça peut être assez simple. L'analyse technique graphique, elle a ça aussi d'assez simple, c'est qu'elle est très visuelle et que la plupart des figures qu'on utilise ont des noms qui s'apparentent à des choses de la vie de tous les jours qu'on peut connaître. Ouais. Un triangle, un drapeau, une épaule, tête-épaule, hein, on sait tout ce que c'est qu'une tête et des épaules. On a même la tasse avec anse, enfin voilà. Bon. Là, on est dans le cas d'un drapeau, donc on a le mât du drapeau et le drapeau. Normalement, quand on sort d'un drapeau, on est censé reporter l'amplitude du mât sur le bas du drapeau et donc avoir des objectifs qui seraient ici autour des 1,12 à peu près. Autre chose, on a quand même un RSI qui a voulu rebondir sur sa zone de neutralité à peu près au moment où on commençait à sortir du drapeau. Ça aussi, ça peut être intéressant. On voit que le RSI n'est pas encore suracheté. On voit de toute façon qu'on peut parfois avoir des phases de surachat du RSI sans pour autant que les cours s'arrêtent. Donc, on n'est pas trop inquiet par rapport à tout ça. Donc, ces éléments-là, toi qui me parlais des moyennes mobiles, bon, elles sont en train de se recroiser à la hausse. Bon, donc ça fait plusieurs petits éléments qui viennent Donc nous tout ça conforter. milite en effet pour une hausse de Oui, l'euro-dollar. alors là, pour le coup, ça peut être une hausse modérée. On n'est pas sûr du tout. Maintenant, si jamais on avait phase de hausse ici, temporisation, phase de hausse à nouveau, ça voudra dire là que pour le coup, le potentiel d'accélération de l'euro par rapport au dollar est très important. On n'y est pas encore pour l'instant. On n'a toujours pas dépassé les plus hauts. Mais à court terme, je pense en effet que c'est une stratégie qui nous semble intéressante. Bon, là, si tu veux, je zoome pour te montrer. Là, la flèche indiquait qu'on a pris la position à peu près ici. Sur un produit type turbo, il faut aussi savoir que les turbos qu'on a sur les devises, parce que les devises étant beaucoup moins volatiles que les actions, on a des effets de levier qui sont beaucoup plus importants. Alors évidemment, attention, hein, parce qu'ils vont jouer pour ou contre nous. Ce qui fait que là, ce call-là, sur ce long euro, on est aujourd'hui, je crois, à 20-25%, tu vois, sur une accélération qui allait de là à là. Ça permet aux gens de voir que sur ce type de produit, l'effet de levier peut effectivement jouer un rôle d'accélérateur de gains, évidemment accélérateur de perte aussi, qui peut être intéressant, et c'est l'objectif d'ailleurs de ce type de produit, décupler le potentiel de performance. Donc cette position va peut-être te faire remonter dans le classement et atteindre Alors, le. on va être très franc comme on l'est toujours. On n'a plus aucune ambition de. D'ailleurs, je n'ai pas regardé le classement pour savoir, mais j'imagine qu'il y a des gens qui ont dû quand même se positionner à la baisse avant le jeudi, etc. Donc, notre performance ne nous permettra pas d'envisager, mais on a quand même expliqué de façon très cohérente et didactique la façon dont on va prendre nos trades, se positionner, etc. En revanche, si le concours avait lieu sur 1, 5 ou 10 ans, je pense qu'on aurait beaucoup plus de chances de nous voir bien positionnés, parce que sur une durée comme ça aussi courte, il y a un aléa qui est quand même assez fort, dont il faut tenir compte. Alors juste pour terminer pour le concours, je vais regarder, je dois avoir le classement en tout cas Oui, pour les premiers. Je vais regarder. Alors, on a pour le premier
Une performance de 237%, le deuxième à 215%, donc 31 568 euros. Le troisième, 213 et le quatrième, 195. En gros, les 4 premiers sont aux alentours de Autour de 200%, 200%. voire un peu Ce qui plus. serait, Voilà. ce qui serait intéressant de voir, c'est comme on l'avait dit déjà, bon, je sais que vous avez de façon très légitime changé le règlement, d'ailleurs sous mes conseils aussi un peu en demandant un minimum de 10 trades pour éviter ce qu'on appelle Ouais, les all-in, à savoir bah, je prends exactement. juste un turbo très, très agressif, je tire à pile ou face et si j'ai raison, bah, je vais faire 500%. Maintenant, ça serait intéressant de voir sur quoi ils ont joué, ces gens-là, et s'ils ont également pris un certain nombre de trades ou s'ils ont juste fait un gros coup sur un trade et le reste, voilà, ça sera intéressant. Mais ça, On, je pense qu'on le on verra à aura la fin. justement, voilà, on aura justement après le concours une interview des trois premiers, notamment qui nous expliqueront leur stratégie et comment ils sont intervenus sur le marché. Bah, écoute, Marc, on a fait le tour. On a même dépassé légèrement l'heure de webinaire. Je regarde si on a des questions. On n'a pas de questions en particulier. On peut te retrouver, Marc. Alors, en dehors des alertes de trading turbo, également sur ton site. Oui, oui, dtexpert.com et mail info@dtexpert.com et puis évidemment comme il se doit de nos jours, LinkedIn, Facebook, Instagram. On avait un Instagram aussi et Twitter, voilà. Donc n'hésitez Je, ra- pas si vous avez des questions. Enfin, je pense que la plupart des gens nous connaissent déjà, ouais, mais sinon, voilà. je rappelle que vous pourrez également nous retrouver, enfin retrouver l'enregistrement de ce webinaire directement sur la chaîne YouTube d'IG à partir de demain et également dans la partie formation sur le site d'IG, dans IG Academy. Merci pour vos messages. J'ai pas mal de messages de remerciements, Marc, dans le chat. Parfait. Écoutez, moi, je vous Merci à souhaite vous. une excellente soirée. Merci beaucoup, Marc, pour ton intervention Merci à et toi, tes Christophe. conseils À bientôt. je dirais, de nous avoir apporté tes lumières sur l'analyse graphique. Merci beaucoup. À très bientôt à tous et bonne chance pour la fin du concours. Merci, bonne Merci, hein. soirée. Merci, au revoir.